Madame, Messieurs, c'est l'heure de l'actualité de la semaine. Nous sommes le samedi 23 novembre 2024. Au sommaire de ce journal rétro, lancement de la coque de l'unité flottante Nguya FLNG en Chine par Eni Congo. En plus, dans ce journal rétro, nous reviendrons sur la fin de l'atelier de renforcement des capacités des organisations de la société civile pour la lutte contre le VIH-Sida à Pointe-Noire. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Une étape décisive a été franchie ce samedi 23 novembre 2024 dans l'histoire énergétique de la République du Congo et du partenariat avec Eni. En effet, depuis Nantong en Chine, l'unité flottante de liquéfaction de gaz naturel Nguya FLNG, symbole de puissance et d'ingéniosité, a pris son envol. En lingala, Nguya signifie puissance, énergie, capacité. Des valeurs incarnant l'engagement d'Eni pour transformer le potentiel gazier du Congo en moteur de développement local et global. Complétant l'unité Tango FLNG, opérationnelle depuis décembre 2023 avec une capacité de 0,6 million de tonnes par an, Nguya FLNG permettra au projet Congo GNL d'atteindre une capacité totale de 3 millions de tonnes de gaz liquéfié par an d'ici fin 2025. Au Congo, Eni est à l'avant-garde de la valorisation et de la commercialisation des ressources gazières et grâce au nouveau projet Congo FLNG, Eni a déjà développé une capacité d'exportation de 1 milliard de mètres cubes par an à partir de 2024 et cette capacité passera à 4,5 milliards de mètres cubes d'ici la fin de 2025. Déjà réalisée à 80%, la construction de Nguya FLNG illustre l'efficacité et l'innovation d'Eni. Avec plus de 40 millions d'heures de travail sans incident, ce projet témoigne de l'excellence en ingénierie et d'une exécution accélérée. Ladies and gentlemen, this project extends... Mesdames et messieurs, ce projet va bien au-delà de ses aspects techniques. Il symbolise notre vision d'un avenir énergétique durable axé sur l'économie, la diversification et l'optimisation des ressources naturelles. and optimization of natural resources. Conçu avec une empreinte carbone réduite et une approche sans torchage, Nguya FLNG s'aligne sur les ambitions de décarbonation d'Eni combinant développement économique et respect de l'environnement. Nguya FLNG, une réalisation symbolique, fruit d'un partenariat visionnaire entre Eni et la République du Congo pour façonner ensemble l'avenir énergétique. Débutés le 19 novembre, les travaux de l'atelier de sensibilisation de formation pour le renforcement des capacités des organisations de la société civile pour la lutte contre le VIH-Sida ont pris fin le vendredi 22 novembre 2024 à Pointe-Noire. Cet atelier organisé par le Conseil national de lutte contre le sida et les épidémies, CNLSE en abrégé, en partenariat avec le Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, a eu pour objectif de contribuer au renforcement des capacités de leadership et de plaidoyer des communautés ainsi que des populations vivant avec le VIH sur les investissements domestiques. Les travaux de cet atelier ont été animés par les personnes ressources autour des présentations en plénière, des panels de discussion et des échanges en B2B. Les travaux de cet atelier ont abouti aux recommandations suivantes, lues en présence de Joseph Moutou, conseiller socioculturel représentant le préfet du département de Pointe-Noire. Que les autorités nationales facilitent la révision de la loi 30/2011 portant protection des personnes vivant avec le VIH, qui date de l'année 2011. Au niveau des organisations de la société civile, il a été recommandé de s'engager dans la spécialisation et de pouvoir travailler avec professionnalistes et de développer des synergies pour une meilleure efficacité des interventions. La nécessité de nouer des partenariats avec les médias et d'utiliser efficacement d'autres canaux de communication pour rendre visible leur action de terrain. La mise en place d'un comité de suivi des recommandations de la présente rencontre et la nécessité de renforcer les relations avec toutes les autres parties prenantes de la lutte contre le VIH et la tuberculose au Congo.
Au niveau du patronat, il a été recommandé de vulgariser tous les outils normatifs, notamment les cadres stratégiques de lutte contre le VIH-Sida, le plan stratégique de lutte contre la tuberculose qui seront mis à leur disposition. L'évidence des travaux a été soulignée par le représentant du préfet du département de Pointe-Noire. Les thématiques sur des sujets pertinents, les différentes interventions, les débats interactifs, les panels de discussion et les travaux de groupe qui ont été programmés au cours de ces 4 jours ont notamment mis en évidence que plusieurs conditions préalables ainsi que de réels engagements de la part de l'ensemble des parties prenantes sont requis et constitueront de fait les facteurs clés de succès de cette lutte contre le VIH-Sida. Au nombre des thématiques animées au cours de cet atelier, l'investissement domestique pour les réponses communautaires et nationales au VIH et à la tuberculose. Un entretien à faire avec vos collègues. 767 artisans de la ville de Pointe-Noire ont répondu présents à la cérémonie de leur formalisation ce vendredi 22 novembre 2024. Une cérémonie ayant réuni la génération auto-entrepreneur à travers son coordonnateur général, Dean Elvis Tsalissan Okombi, et le ministère des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur informel, ici représenté par Mireille Opa, directrice générale de l'Agence nationale de l'artisanat, laquelle a dégagé les avantages de la carte professionnelle de l'artisan remise ce jour aux artisans enregistrés à Pointe-Noire. Ces cartes sont réservées aux artisans congolais ainsi qu'aux artisans étrangers qui exercent dans notre pays. Cette carte vous donne plusieurs obligations et aussi des devoirs. La carte, par exemple, donne l'obligation à l'État de promouvoir vos œuvres, de mettre à votre disposition du bon matériel de travail, de faciliter l'artisan dans la recherche ou sinon dans les démarches administratives. Cette carte vous permet de représenter le Congo dans les foires, les salons et marchés à travers le monde. C'est une carte professionnelle, ne l'oubliez pas. Si un policier routier vous présente sa carte, disant que c'est cette carte qui fait de lui policier, vous aussi artisan, en cas de contrôle, n'hésitez pas à montrer votre carte. C'est une carte professionnelle. La remise symbolique des cartes professionnelles des artisans d'une validité de 3 ans et des autorisations d'ouverture d'entreprise à ces mêmes artisans ont été les points essentiels de cette cérémonie. Au nombre des artisans enregistrés figurent en bonne place des mécaniciens, des coiffeuses et coiffeurs, des soudeurs et bien d'autres. Cette cérémonie agrémentée par les salves musicales traditionnelles de la génération auto-entrepreneur. Le président d'honneur de la génération auto-entrepreneur m'a dit 3 choses. La première chose, il m'a dit, monsieur le coordonnateur, il faut dire aux jeunes que nous ne pourrons jamais avoir 4 millions de jeunes Congolais fonctionnaires. Il m'a dit encore qu'il est possible qu'avec la volonté qui nous anime, nous puissions financer le maximum de jeunes Congolais de façon que chacun soit capable de créer son emploi. C'est pour cela qu'il a initié ce qu'on appelle la génération auto-entrepreneur qui bénéficie de l'appui technique du ministère des PME, représenté par Madame la DG, et en tant que philanthrope, il a décidé de mettre les moyens de façon que vous, les jeunes, que vous puissiez bénéficier aujourd'hui de cette formalisation. À partir de ce samedi 23 novembre 2024 à Pointe-Noire sera lancé l'appel à projet en vue d'un financement au profit de la jeunesse. En rapport à la journée de l'industrialisation de l'Afrique célébrée le 22 novembre de chaque année,
Le ministre de l'Enseignement technique et professionnel, Ghislain Thierry Manguessa Ebomé, a ouvert à Pointe-Noire les travaux de la table ronde au titre de la 2e édition de cette journée dédiée à l'Afrique. Comment rapprocher l'enseignement technique, professionnel et les milieux industriels pour répondre aux enjeux du développement durable, c'est le thème retenu pour cette édition 2024. Cette activité organisée en collaboration avec l'association Réseau technique pour l'avancement de l'ingénierie industrielle de l'Afrique, RT2I en abrégé, a bénéficié de l'appui technique du consulat de Malte à Pointe-Noire. Et c'est Luca Fazio, son consul honoraire, qui est le parrain de cette édition. L'éducation technique et professionnelle est très importante pour bâtir une industrie compétitive, a précisé Luca Fazio dans son mot de bienvenue. Pour le compte de RT2I, c'est Ghislain Baramboula, son président en France, qui s'est présenté devant l'auditoire. Cette journée est pour nous l'occasion de réfléchir ensemble à des solutions concrètes et innovantes pour relever les défis de notre époque. L'éducation technique, moteur essentiel du progrès industriel, se doit d'être un levier de transformation économique, sociale et environnementale. À travers les actions de notre association RT2I, nous avons la conviction que la synergie entre l'éducation technique et le milieu industriel est une réponse durable à de nombreux défis, qu'il s'agisse de la lutte contre la pauvreté, de l'amélioration des compétences locales ou de la préparation de notre jeunesse aux enjeux du monde moderne. S'adressant aux élèves, le ministre a ainsi ouvert les travaux de la table ronde. Aux jeunes élèves, vous n'êtes qu'un échantillon. Un échantillon qui servira à transmettre aux autres élèves de la ville de Pointe-Noire. Et pourquoi pas des autres parties du pays, quand on sait qu'avec le développement du numérique, chacun peut parler à un autre citoyen qui se trouve de l'autre côté de la République. Soyez les porte-paroles, soyez les relais d'information auprès de l'ensemble de vos collègues ou de vos condisciples, pour mieux dire la chose, pour leur dire que l'enseignement technique et professionnel est un enseignement exigeant. On ne vient pas à l'enseignement technique et professionnel pour faire l'histoire, pour faire la philosophie, pour faire la littérature. On y vient pour transformer la société. Après moult discussions, le ministre a procédé à la remise des attestations aux élèves ayant subi des stages d'imprégnation. La signature de la convention de partenariat a été effective entre le ministère de l'Enseignement technique et professionnel et RT2I. Nous nous sommes rapprochés de cet élève en fin de stage. Moi-même, je suis basé sur l'aéronautique. C'est ça en fait que je veux me projeter à faire. Voilà pourquoi la CORAF m'a apporté de beaucoup dans ma marche professionnelle. Au terme de cette rencontre, le ministre Ghislain Thierry Manguessa Ebomé s'est retrouvé avec les chefs d'entreprise pour des échanges en vue. Deux présumés malfrats opérant le vol d'accessoires de la voie ferroviaire ont été arrêtés par les agents de sécurité relevant du commandement territorial des forces de police du Niari le 12 novembre 2024 à Dolisie. Voulant s'imprégner des faits, Bédé Chardien Goto, procureur de la République près le tribunal de grande instance de Dolisie, a ordonné une opération de reconstitution des faits en vue d'informer les populations et les pouvoirs publics de cette triste réalité. Ce sont les tire-fonds et les plaquettes d'appui qui ont été emportés sur une distance de 800 mètres. Les faits se passent à Matsende, dans la zone de la société Asia Congo, Sokobois connue par le passé. C'est grâce à la vigilance et au patriotisme d'une dame dévouée à l'agriculture que la police a été saisie par le truchement du chef du district du chemin de fer Congo-Océan de Dolisie. Mais comment ce malfrat ici présenté procède-t-il à cette opération? Je dis à la de le garer d'abord là-bas et finir d'abord l'opération du total. Technicien. Voilà, technicien. Le directeur délégué du chemin de fer Congo-Océan au Niari, Philemon Kibamba, a salué la bravoure des services de police. Pour le procureur de la République,
justice sera faite. Depuis un certain temps, le chemin de fer est en train de refaire surface, s'il faut qu'on utilise ce terme. Mais malheureusement, nous constatons, non seulement dans la circonscription qui est la nôtre, d'Olizy et les environs, même au-delà de notre pays, il y a certains citoyens véreux qui veulent toujours tirer le chemin de fer par le bas. Et nous demandons aussi par cette occasion à la population d'Olizy et au-delà de collaborer avec la police nationale parce que la police est là pour sécuriser les biens et les personnes. Que la population fasse confiance à notre police qui ne ménage aucun effort pour sécuriser nos populations et nos biens. Donc, que tous ceux qui pourront rencontrer ce genre de phénomène, même en dehors de ce que nous sommes venus reconstituer ici, qu'ils le fassent savoir auprès des services de police et on vous garantit que justice sera faite. Parce que le président du Conseil, le président de la République, le président du Conseil supérieur de la magistrature, ne cesse de déplorer le comportement des magistrats que nous sommes. Et nous, à notre tour, puisque c'est une chaîne qui commence depuis la police, quand on parle de la magistrature, quand on parle de la justice, ça commence par la police, donc la police judiciaire. Et ça arrive à notre niveau, nous pouvons garantir les populations que justice sera faite à tout contrevenant à la loi. La direction générale du chemin de fer Congo-Océan félicite cette dame qui a informé le district et l'appelle à se rapprocher de la DDCFCO Niari, certainement pour une récompense. La caravane de renforcement de l'adéquation formation-emploi dénommée Mosala a été officiellement lancée à Pointe-Noire ce mardi 19 novembre 2024 en présence du ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, Hugo Ngolendele. À ses côtés, Bona Kimbembe Mabaou, représentant du préfet du département de Pointe-Noire. Ce projet lancé au Congo il y a quelques mois est le fruit du partenariat entre le gouvernement de la République, l'Agence française de développement et l'Union européenne en faveur des jeunes. Mesley Pinokiazabou, administrateur maire de Lumumba, a souhaité la cordiale bienvenue à l'assistance, ouvrant ainsi la voie au point focal du projet Mosala. Ce projet tend sur une durée de 5 ans, avec un budget de 10,3 millions d'euros, financé par l'Agence française de développement et l'Union européenne. Il a entre autres comme indicateur la validation et la mise en œuvre d'une politique nationale emploi-formation, incluant un volet genre et un plan d'action sur 5 ans. L'appui par le FONEA des actions de diversification de l'offre de formation formelle et informelle, de modernisation du contenu des formations, de formation des formateurs, de financement de formations innovantes. Pour la Consul générale de France à Pointe-Noire, cet événement marque un nouveau temps fort entre le Congo et la France. Cet événement marque un nouveau temps fort entre le Congo et la France autour de notre partenariat renforcé dans le domaine de la formation des jeunes et de l'emploi. Il s'inscrit en effet dans les orientations prioritaires de la France aux côtés de la jeunesse africaine et notamment de la jeunesse congolaise. L'Afrique abrite la population la plus jeune du monde avec plus de 60% de ses habitants âgés de moins de 25 ans. Cette dynamique démographique, elle doit contribuer à l'essor de l'employabilité des jeunes qui permet de stimuler la croissance, réduire les inégalités et garantir le bien-être économique aux jeunes Congolaises et aux jeunes Congolais. Lançant ainsi la caravane, le représentant du préfet du département de Pointe-Noire a salué l'engagement du ministre en charge de la jeunesse. Monsieur le ministre, le lancement officiel ce jour de la caravane de renforcement de l'adéquation formation-emploi dénommée Mosala à Pointe-Noire, après celui de Brazzaville, Ouesso et d'Olizy, traduit aisément votre engagement de matérialiser la volonté du gouvernement de la République de transformer par des actes concrets cette année 2024, décrétée année de la jeunesse, par son Excellence Denis Sassou Nguesso, président de la République, chef de l'État et ami de la jeunesse, qui déjà, dans son programme de société « Ensemble poursuivons la marche », affirmait, je cite, « Préparer les jeunes à l'emploi par la formation qualifiante
qui doit s'appuyer sur un capital humain bien préparé, sur des financements appropriés et sur des infrastructures de base viables et en nombre. Fin de citation. Au nom de Monsieur le Préfet du département de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paca, je déclare lancer officiellement la caravane de renforcement de l'adéquation formation-emploi dénommée Monsala dans le département de Pointe-Noire. Je vous remercie. La visite des stands a marqué le clou de cette cérémonie. C'est à ce site situé au village Tiswamou, Singa, dans la sous-préfecture de Luango, qu'ont été lancées par le préfet du département du Kwilu, Paul Adam Dibouilou, les opérations de forage sur le permis Nanga 1 de la Société nationale de pétrole du Congo, SNPC en abrégé, ce lundi 18 novembre 2024. Des opérations lancées en présence de Mexan Raoul Ominga, directeur général de la SNPC, Roland Bouiti-Viodo, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale et député de Luango, de l'honorable député, président du conseil départemental du Kwilu et de bien d'autres officiels. Après l'induction de sécurité faite par Ashley Ibouesso, responsable HSE de ce site pétrolier, le sous-préfet de Luango, Alphonse Koutana, a souhaité la bienvenue aux invités au nom du préfet du département du Kwilu. Un mot de bienvenue allant des félicitations de l'équipe managériale de la SNPC au président de la République pour sa vision éclairée de créer cette société génératrice d'emplois. Jude Brice Ondonda, directeur amont pétrolier de la Société nationale de pétrole du Congo, a procédé à la présentation du projet et du programme de forage du puits Nanga 201. Le permis Nanga 1, dont la mise en œuvre commence aujourd'hui, est situé à 20 km au nord de la ville de Pointe-Noire. Il s'étend sur une superficie de 686 km² dans le district de Luango et a été attribuée à la SLPC en 2019 par décret numéro 2019-350 du 30 novembre 2019 avec comme opérateur Total Énergie Congo. Le permis Nanga disposerait d'importantes ressources en hydrocarbures. Pour confirmer ce potentiel, la SLPC a mis en place un plan d'action de 2 ans qui consiste en, premièrement, une campagne de forage de 6 puits d'exploit appréciation, dont 2 puits se feront en 2024 et 4 en 2025. Deuxièmement, une acquisition de 300 km² de données sismiques 3D en 2025, dont le traitement et l'interprétation nous permettront de bien affiner notre plan de développement. Le préfet du département du Kwilu, dépositaire de l'autorité de l'État dans le département, a demandé aux sages et notabilités de la contrée de bénir le site par une grande cérémonie de rituel. Le préfet, accompagné des autres officiels, a lancé les opérations de forage. Créée il y a 25 ans à Abidjan, l'Organisation maritime des États d'Afrique de l'Ouest et du Centre, OMAOC, en sigle, n'a pas toujours les ressources pour continuer ses activités susceptibles de favoriser le transport maritime de ses 25 États membres. Elle multiplie les ateliers pour examiner les mécanismes de collecte sans faille de redevances prévues pour son développement et son financement. Après Kintélé à Brazzaville, la ville de Pointe-Noire a abrité le mardi 19 novembre 2024 l'atelier régional sur la mise en œuvre du mécanisme de fonds maritime. Cette cérémonie maritime patronnée par le ministre des Transports Honoré Saïe, président de l'OMAOC, rehaussée des présences des officiels du département de Pointe-Noire et des experts maritimes des 25 États membres. 4 intervenants ont attiré notre attention sur les questions liées à la digitalisation des ports, présentation sur la vision de l'OMAOC au renforcement des capacités des acteurs de permettre aux ports de relever les défis mondiaux tout en devenant des outils de développement économique. Le président du comité des experts de l'OMAOC sur les objectifs de l'atelier. L'objectif de cet atelier est de permettre une meilleure compréhension du mécanisme du Fonds maritime régional par les responsables des administrations maritimes
les autorités portuaires et autres agences maritimes concernées par la mise en œuvre harmonieuse basée sur les principes de l'autofinancement pour le développement économique et social du secteur maritime. Ainsi donc, le Fonds maritime régional consiste en la perception d'une commission des services sur chaque tonne de marchandises manutentionnées dans les ports des États membres pour générer les ressources adéquates en vue du financement des projets et programmes de l'industrie du transport maritime ainsi que le règlement des contributions au budget de l'OMAOC. Le ministre Honoré Saï ouvrant les travaux. Je vous demande de veiller à la bonne conduite des débats et à l'adoption des recommandations de manière concertée et en toute responsabilité. Les travaux de l'atelier seront animés par des experts du secrétariat de l'OMAOC et ceux de l'African Consulting Leaders, à qui j'adresse mes chaleureuses salutations et mes encouragements afin qu'ils mettent à la disposition des délégations toutes les informations utiles pour l'atteinte des objectifs visés par l'atelier. C'est à ce titre que plusieurs délégations ont fait le déplacement de Pointe-Noire. J'exhorte les délégués des États membres de participer activement aux discussions sur les sous-thèmes qui seront développés et de partager leurs expériences dans la discipline et le respect mutuel pour produire un travail de qualité. Pour terminer, je souhaite plein succès aux travaux de l'atelier sur le Fonds maritime régional de l'OMAOC, dont les résultats sont attendus et seront soumis à la prochaine réunion du Bureau de ministres en charge des transports maritimes de l'OMAOC. Bon travail, je vous remercie. Ouvert le 19 novembre, cet atelier maritime de Pointe-Noire s'achève le 21 novembre 2024 prochain. C'est en se référant du triptyque unité, cohésion et discipline, contenu dans le thème de la direction nationale du Parti congolais du travail, pour commémorer l'an 17 de la disparition d'Ambroise-Édouard Noumazalaï. À Pointe-Noire, cet événement politique a eu pour cadre, le dimanche 17 novembre 2024, la salle des conférences Marien-Ngouabi de Mvumvu. Autour du président du Conseil fédéral, Jean-François Kando, les dirigeants, cadres et militants du Parti congolais du travail de Pointe-Noire ont rendu un hommage déférent à l'ancien secrétaire général du Parti congolais du travail, décédé le 17 novembre 2007. Un hommage axé sur l'évocation de la vie militante de ces dirigeants émérites du parti. Devant les contradictions internes au parti qui lui faisaient courir le risque de sabordement, Noumazalaï a choisi de mettre ses compétences au service de l'intérêt général du parti. Il échangeait avec tout le monde, quel que soit le statut des uns et des autres, quel que soit le tropisme instinctif tribal ou ethnique derrière lequel certains sont fermés, pour faire comprendre à tous que seule l'unité, que seule la cohésion, que seule la discipline peuvent faire que le parti ne s'effondre pas. Le jeu des idées ou des courants en notre sein ne peut nous diviser. Noumazalaï croyait fermement au débat comme voie royale pour permettre à tous et à chacun de comprendre les forces et les fragilités de ses propres points de vue, à l'effet de nous engager sur le chemin du consensus et de rendre le parti plus fort. Évocation qui a clos cette modeste cérémonie de souvenir par le dépôt d'une germe de fleurs et du recueillement suivant l'ordre de préséance protocolaire. Jean-François Kando, révisitant la pensée politique de Noumazalaï. Vous savez que le camarade Ambroise Noumazalaï était le secrétaire général du Parti congolais du travail et que ce grand homme a beaucoup fait pour ce parti. Et c'est pour cela que le Parti congolais du travail lui est resté reconnaissant et qu'à chaque fois qu'on peut se rappeler de lui, nous nous retrouvons pour un peu faire des évocations et s'inspirer des idées qu'il nous a laissées, de sa façon de voir les choses. Parce que le camarade Noumazalaï n'était pas simplement un homme politique, il était aussi un homme d'État.
Et donc, dans toute cette expérience, le Parti congolais du travail a su tirer la substance qui nous permet aujourd'hui de vivre et de survivre. Les militants du Parti congolais du travail sont venus ici de façon spontanée parce qu'ils sont redevables de leur parti et ils aiment leur parti. Et je crois que nos stratégies pour les élections, nous n'allons pas les dévoiler ici, mais sachez que le Parti congolais du travail se prépare pour les batailles électorales futures en vue de conserver le pouvoir de façon démocratique. Le 17 novembre de chaque année, devenu une date de repère des fédérations nationales du Parti congolais du travail, Ambroise Edouard Noumazalaï reste une source d'inspiration du militantisme et des vocations idéologiques.